Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Benjamin Griveaux. Bonjour. Bonjour. De la lutte contre le terrorisme et l'islamisme en passant par l'immigration ou encore l'Europe, le message de la majorité est-il unanime derrière Emmanuel Macron ? Quelle réponse en tout cas aux critiques des oppositions et aux attentes des Français? Et puis à 5 mois des municipales, quels sont les enjeux de la bataille de Paris qui vous oppose à Anne Hidalgo, mais surtout à Cédric Villani? Et pour commencer, Benjamin Griveaux, si vous le voulez bien, cet emballement médiatique autour de la vraie fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Question, à qui la faute? Cette affaire est le symptôme d'une maladie de l'époque. C'est-à-dire le règne de l'urgence, le règne de l'immédiat, qui est dicté parfois par la course au scoop, par les délais de bouclage, nous dit-on sur cette affaire, dans un grand titre bien connu des Parisiens. Et au fond, sur l'une des affaires les plus emblématiques de la décennie, eh bien, on a oublié le temps long, qui est presque absent désormais de l'espace médiatique et du débat médiatique. Et ça, c'est une responsabilité à la fois des médias, c'est vrai, mais aussi, il faut en prendre notre part, une responsabilité de la classe politique qui pense qu'une bonne politique se résume à 280 signes dans un tweet bien senti. Oui, parce que là, on a vu, l'affaire a été lancée donc par Le Parisien, mais aussi a été relayée par des tweets d'un certain nombre de médias. Bien sûr. Et par les chaînes d'infos. Mais une question, c'est la faute à la police, parce que quelque part, c'est la thèse des médias qui ont relayé cette fausse information, ou aux médias, et plus particulièrement aux chaînes d'infos? Oh, vous savez, la responsabilité, à mon avis, elle est largement partagée dans cette affaire, parce que il y a sans doute des responsables de la police, nous dit-on, qui auraient confirmé, mais de manière anonyme, et il y a sans doute des sources qui n'ont pas été suffisamment recoupées, il y a des problèmes même de traduction, nous dit-on, sur la question des informations qui auraient été obtenues auprès de la police écossaise, avec une traduction qui aurait été partiellement bien réalisée, bien comprise, bref. Il y a une responsabilité à l'évidence qui est partagée, mais la responsabilité désormais, parce que à chaque fois qu'on a ça, et c'est pas la première fois qu'on a un emballement médiatique où on se rend compte que 24 ou 48 heures après, l'affaire est totalement inexacte. À chaque fois, on se dit que plein de bons sentiments, il est temps, de reprendre le temps, de sourcer des informations, de ne pas s'emballer. Et je le redis, pour les médias comme pour la classe politique, parce que la classe politique a aussi tendance à s'emballer sur des sujets pour être dans le coup. Je vais vous demander pour être là au bon moment. Le bon moment, c'est quand les informations sont croisées, sont vérifiées, sont sourcées, pas de manière anonyme, mais de manière bien réelle. Et c'est cela à quoi on peut inviter et la classe politique parfois, et aussi les médias, mais c'est un travail qui doit se faire. Comment dire, non pas main dans la main, je voudrais pas qu'on m'accuse de connivence, mais intelligemment. Parce que c'est au fond la démocratie, c'est le pilier de notre démocratie. Comme vous le dites, c'est pas le premier emballement médiatique qui conduit à des campagnes de dénigrement, des lynchages médiatiques et éventuellement à des morts sociales. Comment éviter que cela se reproduise? Et vous en parliez un instant, mais comment éviter que cela se reproduise? Et quelles leçons tirer de cet épisode? D'abord qu'il puisse y avoir, non pas des sanctions systématiques, mais que l'impunité ne soit pas la règle. Que quand on a fait une erreur, on puisse en payer le prix et les conséquences, que ce soit devant les tribunaux, quand il y a un dommage qui a été... pour le monsieur, je vais pas donner son nom parce que son nom a déjà été suffisamment cité. Pour ce monsieur qui a été pris pour Xavier Dupont de Ligonnès. Alors une question, typiquement. Une question justement. Lui, il est fondé. Ce monsieur, est-ce qu'il doit porter plainte? Est-ce qu'il doit? Il est parfaitement fondé à défendre son honneur. De quelle manière? Devant les tribunaux. Et il peut évidemment porter plainte pour atteinte à son honneur. Poursuivre qui? Ça, ce sera à son avocat et ce les sera médias, à la justice. La police, qui? C'est pas à moi de me faire ni le procureur ni l'avocat. Mais ce que je constate, c'est que ce monsieur, manifestement, il a eu un dommage. Oui. Un dommage, ça se répare. Ça se répare devant les tribunaux. Ça se répare, évidemment, devant les tribunaux. Mais c'est important de pouvoir... ça, c'est, au fond, la mauvaise réponse, parce que le mal est fait pour ce monsieur. Donc, le meilleur moyen, c'est de prévenir le mal. Et on prévient le mal comment? En ayant un travail en amont de déontologie. À la fois, je le redis, pour les médias, pour la classe politique, pour au fond ce qui fait la vie dans notre espace public et dans notre débat démocratique. Stop aux emballements, aux jugements trop rapides, aux chasses à l'homme que, je crois, n'ont pas leur place dans une démocratie apaisée. Et la République française
doit devenir une démocratie apaisée sur ces sujets-là. Et vous parlez de ça en tant qu'aussi homme politique. Vous considérez que les hommes politiques, quelque part, sont aussi souvent... Je note que souvent, les mises en examen appellent des pleines pages en une et que lorsqu'un non-lieu est prononcé, c'est un entrefilet en bas de page. Vous vous trompez, pas seulement Et mise donc, en examen, ouverture d'enquête préliminaire. Ouverture d'une enquête préliminaire. Vous voyez, tout cela, d'abord, ce n'est pas le signe d'une société de bienveillance et d'attention à l'autre. Et moi, je crois que dans une période où le vent des populismes souffle fort, où certains partis extrémistes, à gauche comme à droite, se nourrissent d'un soupçon permanent de complot, de conspiration qui serait ourdi et caché, eh bien, je crois qu'une démocratie apaisée, c'est aussi une démocratie qui repose sur deux piliers, ses représentants politiques et aussi les médias, qui sont un pilier de notre démocratie et du débat démocratique en France. C'est important. Et pour cela, il faut qu'on puisse avoir des informations sourcées, vérifiées, et pas d'emballement, ne pas céder à l'urgence du moment. Alors, il y a la France, il y a aussi l'Europe. L'actualité politique, c'est aussi ce qui se passe au niveau de la Commission européenne. Benjamin Griveaux, donc le camouflet infligé par le Parlement européen à Emmanuel Macron avec le retocage de Sylvie Goulard comme commissaire européen. Est-ce que c'est pas le signe d'une perte d'influence de la France et d'Emmanuel Macron en Europe? C'est le signe d'un règlement de compte personnel de parlementaires conservateurs, y compris de parlementaires français, qui n'ont pas défendu la candidature de Sylvie Goulard, qui est reconnue comme étant une experte et probablement une des meilleures connaisseuses du sujet européen. Parce qu'il considérait qu'il y a un problème d'éthique. En France. Oui. Les sujets sur lesquels elle a été attaquée étaient connus et elle ne les a jamais cachés depuis fort longtemps. Bon. Est-ce que c'est une perte d'influence de la France? Écoutez, je crois que le président de la République, il a montré à la fois lors du dernier G7 et que la France était bien présente sur la scène internationale et en particulier sur la scène européenne. Sa parole compte en Europe et les élections européennes l'ont démontré puisque le groupe qu'elle appartient, La République En Marche, est un groupe central dans le Parlement européen. Et donc, je n'ai pas de doute que nous aurons un candidat présenté bien vite et qui saura défendre à la fois l'intérêt général de l'Europe et la position et les positions françaises au sein d'une commission. Mais 6 mois après les élections européennes, après ce que vous appelez ce que les macronistes appellent une victoire, considèrent comme une victoire de votre formation politique au niveau français, c'est quand même un échec pour le président. Écoutez, il y aura un commissaire français. Et donc, ça ne sera pas un échec. C'est évidemment une déconvenue, mais je le dis, ça n'est pas cela qui affaiblira la position de la France au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement européen, où le groupe constitué de parlementaires En Marche, qui ont été élus sous cette étiquette, travaille à des positions centrales, occupe des positions importantes. Je pense en particulier à Pascal Canfin sur une question centrale qui est la question écologique. Alors vous dites on aura très vite un nouveau commissaire européen, ça peut être Bruno Le Maire, parce que son nom est cité. Alors, c'est pas à moi de faire les castings. Vous savez, moi je m'occupe déjà de trouver mes 17 têtes de liste dans les arrondissements parisiens et mes plus de 500 candidats. C'est donc suffisamment un casting compliqué à construire et à bâtir patiemment sans avoir à m'occuper du futur commissaire européen. Vous l'avez connu au gouvernement, ça serait une bonne idée ou pas? Je l'ai connu au gouvernement, c'est quelqu'un pour qui j'ai la plus grande estime et auprès duquel j'ai beaucoup appris. Mais bonne idée pour le... Je sais pas, moi je fais pas les castings. Alors, on part d'un autre sujet, autre sujet d'actualité, les suites de l'attentat à la préfecture de police de Paris. Emmanuel Macron a donc musclé son discours vis-à-vis de l'islamisme. Il parle désormais de l'hydre islamiste, des dangers de l'intégrisme, du communautarisme musulman et demande aux citoyens de participer à ce combat. Alors pourquoi le chef de l'État a-t-il durci son discours? Parce que vous avez vu que ce matin dans JDD, Xavier Bertrand a dit nous avons perdu 2 ans dans le combat contre l'islam politique. Très bien, mais il faut avoir une écoute attentive des propos du président de la République. La société de la vigilance était déjà un terme employé il y a 2 ans. Mmh. Je rappelle que lorsque nous sortons de l'état d'urgence, nous inscrivons dans la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme des éléments de droit qui avant n'avaient cours qu'en état d'urgence et que nous les inscrivons dans le droit commun français. Que cela est fait d'ailleurs sans le vote des députés, les Républicains à l'époque, qui considèrent qu'il faut maintenir l'état d'urgence de manière permanente, ce qui n'est à mon avis pas souhaitable, puisqu'on peut inscrire dans le droit ces éléments-là, notamment la question des imams, la question des lieux de culte où on fait du prosélytisme, où le salafisme a cours, et qu'on peut fermer désormais dans le droit commun sans avoir recours à l'état d'urgence. Donc c'est un bien mauvais procès qui est fait. Moi, j'en appelle dans ces moments-là à avoir un peu
le sens de l'unité de la nation. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est le sens du discours qu'a donné le président de la République dans la cour de la préfecture de police pour l'hommage rendu aux 4 fonctionnaires qui ont été assassinés. Et je crois que c'est cette ligne-là que les Français attendent de leur classe politique. Il y aura de l'instrumentalisation, à n'en pas douter, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, comme d'habitude. Mais sur cette bataille-là, sur cette société de la vigilance, qui n'est pas une société du soupçon, mais bien de la vigilance, je crois que nous pouvons nous retrouver. Et je sais que Xavier Bertrand est un républicain et qu'il a à cœur, et il le fait dans sa région parce qu'il est confronté à une extrême droite galopante dans la région qu'il préside depuis maintenant 4 années. Je sais que ce combat-là, il l'a chevillé au corps. Ne faisons pas de mauvais procès aux uns ou aux autres. Il n'y a pas d'angélisme de la part du président de la République, du gouvernement ou de la majorité à laquelle j'appartiens en Parlement. Société de vigilance, justement, vous avez entendu donc les critiques concernant cette ligne défendue par le président de la République. Est-ce que ça ne risque pas de désigner comme suspect tous les musulmans? Société de vigilance. Mais la société. Vous avez entendu aussi les critiques disant c'est un appel à la délation. Ça n'est pas la délation. La société de la vigilance, elle ne vise pas, comme certains le croiraient, que les prêches salafistes. Elle peut aussi viser l'extrême droite dans son expression la plus pure lorsqu'on voit sur les réseaux sociaux des appels au meurtre qui, malheureusement, on en a eu encore un exemple cette semaine en Allemagne, font que des jeunes personnes s'engagent dans un parcours meurtrier et passent à l'acte. Je veux dire, cette société de la vigilance, elle est au fond notre garantie collective de s'assurer que les propos, les incitations, les haines à la haine, qu'elles soient racistes, qu'elles soient antisémites ou à toute forme de haine, eh bien n'ont pas leur place dans l'espace public. Et tous ces signaux faibles, ils sont repérables sur les réseaux sociaux, ils sont repérables à l'école, ils sont repérables dans les entreprises, dans les quartiers, parce que si nous n'y prenons pas garde, eh bien c'est ce poison lent qui se distille et qui irrigue la société française. Et ça, c'est, je crois, non pas de la délation, c'est simplement une société vigilante à ses propres valeurs et qui défend les piliers qui ont fait de la France ce qu'est la République. Avant de revenir sur l'islam politique, les dangers de l'islam politique, puisque vous parlez de l'attentat qui a eu lieu, la tentative d'attentat qui a eu lieu, mais qui a quand même fait 2 morts. Qui a fait 2 morts. Qui a fait 2 morts dans la ville allemande de Halle, qui visait la synagogue. Ce qu'on constate, Benjamin Griveaux, c'est qu'en Allemagne, comme en France, un certain nombre d'idéologues de la fachosphère, de la peste brune, on parle de la France comme Alain Soral, comme Dieudonné, comme Rissen, comme Benedetti, Gabriac, ainsi de suite, Escada, font des discours qui peuvent conduire au passage à l'acte. Il y a eu la loi Avia. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ça ? Puisque ces gens, ces personnages, ont toujours des sites internet, peuvent diffuser des vidéos qui appellent quasiment au meurtre. Lorsqu'on a ce type de vidéo, lorsqu'on a ce type de propos, il faut que les signalements se fassent immédiatement. C'est ce que prévoit la loi Avia. C'est évidemment une réponse judiciaire extrêmement forte. Mais attendez, les signalements se sont faits depuis des années. Il y a eu des procès et pourtant ça continue. Et vous voyez, vous me parliez de Xavier Bertrand. Il a une proposition ce matin qu'il fait dans le journal du dimanche, de dire il faut frapper au portefeuille les plateformes sur lesquelles ces propos racistes. Je n'ai aucun état d'âme. Il faut les frapper beaucoup plus violemment, sans doute, que nous ne le faisons aujourd'hui, lorsqu'il y a la diffusion de propos à caractère raciste, à caractère antisémite, qui peuvent, et vous avez raison de le souligner, être au fond des déclencheurs de passage à l'acte, qui peuvent encourager certains se disant que sur telle ou telle plateforme, ces propos sont non pas validés, mais tolérés, sont présents dans l'espace public et ils provoquent le passage à l'acte. Donc moi, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. S'il faut les taper au portefeuille pour le dire, de manière un peu simple mais très directe, bien il faut pouvoir y mettre des amendes beaucoup plus importantes que ce qu'on fait peut-être encore aujourd'hui. Au portefeuille, ça dépend de la justice ou ça peut dépendre aussi de la loi. Oui. Alors que faire au niveau... Eh bien la loi et la justice, parce que seul le législateur ne peut rien et à partir du moment où c'est inscrit dans la loi, il faut pouvoir mettre les moyens de contrôle, de poursuite et de sanction. Alors depuis l'attentat de la préfecture, on passe à un autre sujet, on revient sur la lutte contre le terrorisme et l'islamisme et l'islam politique. Christophe Castaner est de nouveau la cible des oppositions. Est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui un problème Castaner ? Non, parce que je vais vous le dire, moi je n'aime pas à nouveau les chasses à l'homme. Vous voyez, ces périodes, ces époques
de notre histoire où on désigne un bouc émissaire et on considère que ce bouc émissaire, une fois désigné, eh bien, on résout tous les problèmes de la société parce qu'on a trouvé une victime expiatoire. Je n'aime pas cela. Est-ce que nous pouvons encore progresser dans la détection dans nos services publics? Il y avait eu un rapport fait par 2 parlementaires de manière, je le dis, transpartisane, et c'est heureux sur cette question-là, juste il y a quelques mois encore. Est-ce que nous pouvons encore progresser? À l'évidence, oui. Est-ce que nous devons être encore plus attentifs au signalement? Parce que s'il y a bien un endroit où nous devons être absolument exemplaires, c'est la fonction publique, qu'elle soit... Là, c'est la préfecture de police qui a été touchée en son sein, mais ça peut être à l'école, ça peut être dans nos hôpitaux, bref, dans les services publics où les Français se rendent de manière quotidienne. Mais il faut avoir une extrême vigilance et une exemplarité de l'État. Interdire la fonction publique aux radicalisés, entre guillemets? Moi, je n'ai aucun problème avec l'idée qu'une personne radicalisée n'a pas sa place dans la fonction publique. Donc, qu'elle y soit ou qu'elle souhaite y rentrer. Et là, ça doit passer par la loi également. Et ça doit passer par la loi à nouveau. Donc, vous dites, il faut qu'on vote une loi qui interdirait la fonction publique aux radicalisés. Mais qui surtout ferait que les personnes radicalisées au sein de la fonction publique ne puissent plus exercer au sein de la fonction publique. Autre question qui se pose, puisqu'on est à 5 mois des élections municipales, est-ce qu'il faut interdire les listes communautaires aux municipales? Vous avez un problème de droit. Évidemment, on repère les listes communautaires qui vont très habilement se faufiler dans les interstices de notre arsenal juridique. Et moi, je suis quelqu'un de très attaché aux libertés publiques. Et donc, je suis très précautionneux de cela. Très précautionneux ou très réservé? Très précautionneux de nos libertés publiques. Et donc, je ne souhaite pas que le juge dise qui peut se présenter à une élection. Évidemment que si, dans le programme, il y a des éléments contraires aux lois de la République, ça doit être sanctionné par le juge. Mais je vais vous dire, Frédéric Aziza, j'ai confiance dans le peuple français. Nos concitoyens sont intelligents. Et donc, ils sauront défaire le vrai du faux. Ils sauront dénicher. Et ils ne transformeront pas dans les urnes, la volonté communautariste de certains. Mais il y a des messages qui seront relayés par ces éventuels candidats auprès de l'opinion. Et on a vu d'ailleurs... Si les messages sont contraires aux lois de la République, il faut qu'ils soient poursuivis devant les tribunaux de manière systématique. Et je n'ai pas de doute que si j'étais confronté dans l'élection parisienne à une liste communautariste et qu'il y avait le moindre propos, la moindre proposition, le moindre élément contraire aux lois de la République, je porterai l'affaire devant les tribunaux. Au passage, une précision, c'est un islam politique de ce style qui a conduit à l'appel à cette manifestation de Gonesse par un personnage qui se dit représentant des banlieues ou des quartiers. Donc une manifestation en soutien aux tueurs de la préfecture de police de Paris. Oui. Donc il y a vraiment un problème. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème? Évidemment qu'il y a un problème, et je l'ai dit très clairement. D'abord, le combattre dans les urnes, et je compte sur la vigilance citoyenne qui s'exprimera en mars prochain dans les urnes pour n'élire aucune liste communautariste. Et par ailleurs, s'il y a des propos, s'il y a des comportements, s'il y a des propositions contraires aux lois de la République, il faut porter plainte. La laïcité, elle doit être présente dans le cadre de la campagne, le débat. Mais la laïcité, elle est présente. Dans le cadre de la campagne municipale. Et il y a cet exemple de la FCPE qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines. La laïcité, elle est présente. C'est pas, elle doit être présente. Elle fait partie de notre identité de républicain. Quelles que soient nos sensibilités politiques, nous avons en partage ce patrimoine commun qu'est la République, et dont l'une des valeurs fondamentales est la laïcité. Ça n'est pas négociable en aucun territoire de la République. Et je le dis, on connaît des mairies qui ont parfois eu des politiques de subvention à l'égard d'associations qui, sur la question communautariste, n'étaient pas très au clair, qui, lorsqu'il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, les attentats contre l'école aux Aratora à Toulouse, ont eu des propos pour le moins ambigus. Ceux-là n'ont pas leur place, je le dis, dans la vie associative et donc dans la vie municipale. Il y avait eu à Paris un débat sur une subvention accordée par le conseil d'arrondissement du 18e arrondissement à une association qui s'appelle la FASTI, qui, lors des attentats contre Charlie Hebdo et lors des attentats de novembre du Bataclan de 2015, avait eu des propos qui, à mon sens, sont contraires aux valeurs de la République. Moi, maire de Paris, ces associations-là n'auront pas de subvention publique. Quand on est orthogonaux avec les valeurs de la République, on n'a pas sa place.
Le cas de la FCPE, on précise les choses. Donc le débat sur la laïcité relancé justement à la suite de la publication par la FCPE d'une affiche représentant une femme voilée avec un enfant. Et ce texte, oui, je vais en sortie scolaire. Alors, laïcité, c'est accueillir à l'école tous les parents sans exception. Donc, est-ce que la FCPE a rendu service à la cause qu'elle prétend défendre? C'est la question que je vous pose. Oui. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. La cause qu'elle prétend défendre est aussi en référence aux racines de la FCPE. Je vais vous le dire. Continuons sur ce terrain-là. Et ce sont les extrêmes qui finiront par l'emporter. Sur ce terrain-là, c'est-à-dire sur le terrain suivi par la FCPE. De la provocation, en permanence attiser un débat, de le caricaturer, de pousser dans leur retranchement les extrêmes. Ce sont les extrêmes qui gagnent à chaque fois des voix. Moi, je m'y refuse. C'est à nouveau ne pas céder aux coups de com', aux gadgets, à l'urgence, à l'immédiateté du moment. Prendre le temps, prendre le recul, prendre de la distance. C'est cela, être un bon responsable politique. Et c'est ce chemin-là sur lequel je me suis engagé il y a 15 ans, quand j'ai fait le choix de m'engager en politique auprès de Michel Rocard. C'est exigeant, c'est une ligne de crête difficile dans une période où, je le redis, un bon tweet vaut toutes les réflexions. Mais j'assume cette ligne de crête. Elle est difficile, mais c'est le chemin de la République. Le chemin de la République, ça nous conduit aussi à parler d'un événement, d'un incident qui a eu lieu vendredi au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Un élu RN, Rassemblement National, Julien Audoul, s'en est pris violemment à une femme voilée qui accompagnait la classe de son fils, donc lors d'une assemblée de ce Conseil régional. La présidente du Conseil régional a indiqué qu'elle allait saisir la justice. Je suppose que vous êtes d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle parce qu'humilier une maman devant son fils et devant des enfants dans une assemblée où siègent les élus de la République, c'est une honte pour la République, mais Julien Audoul nous a habitués à ces coups d'éclat. C'est un responsable politique qui considère qu'un bon coup de com' vaut toutes les politiques et qui n'a comme conviction que le fait qu'on parle de lui. Donc ne lui laissons pas la moindre minute, ne consacrons pas la moindre minute à ce sinistre personnage. En tout cas, c'est bien de vous entendre dire ça. Les militants du Parti Les Républicains élisent aujourd'hui leur nouveau président avec un archi-favori, Christian Jacob. Vous attendez quoi de cette nouvelle donne à droite ? D'abord, je ne me prononce jamais avant que le scrutin, le dernier bulletin n'ait été dépouillé. Il y aura une nouvelle donne. Mais je vous le dis, je suis sûr d'une chose, c'est que d'abord, on a besoin d'avoir des oppositions qui soient structurée et qui soit forte, c'est important, parce que c'est aussi cela qui structure le débat démocratique. Et moi, si je pouvais émettre le moindre souhait, c'est que je souhaite que, et je le sais dans le cœur de beaucoup des militants membres des Républicains, eh bien, la thèse de la convergence des droites n'aboutisse pas. Et que... On précise les choses, convergence des droites, c'est-à-dire une alliance, une connexion entre la droite et le Rassemblement national et l'extrême droite. Et donc moi, si le prochain patron des Républicains est sur une ligne qui bannit, qui exclut absolument cette convergence des droites, eh bien, il trouvera avec moi un débatteur républicain, respectueux et attentif à ce que les oppositions auront à nous dire. Est-ce que ça veut dire que on se place en 2022 ou que vous préféreriez que le débat du second tour ou la bataille du second tour de 2022 ait lieu entre éventuellement Emmanuel Macron et un représentant de la droite républicaine plutôt que Marine Le Pen? Ce serait toujours un échec pour notre pays et pour la République française que d'avoir au deuxième tour de l'élection présidentielle un représentant du Front National, parce que j'ai du mal à changer le nom. Vous pouvez changer la marque, vous pouvez changer l'étiquette, l'ADN de Madame Le Pen et celui de son père. Et ça, c'est une idéologie que j'ai toujours combattue, que je continuerai à combattre tant que je serai engagé dans la vie politique et même sans doute après. Donc plutôt un débat. La République française aurait beaucoup à gagner à ce que le Rassemblement national ne soit pas présent au second tour. Alors, autre question qui va nous conduire à parler de Paris, puisque vous êtes tête de liste En Marche aux élections municipales à Paris. Depuis 8 jours, des militants de l'association Extinction Rébellion bloquent des quartiers de Paris ou des endroits symboliques parisiens. Pourquoi le gouvernement a-t-il laissé faire ? D'abord, moi j'ai un principe. Toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer dans notre cadre démocratique. Toutes les opinions. Donc, elles sont respectueuses des valeurs de la République. Et quand j'écoute ce que disent les personnes qui représentent Extinction Rébellion,
ce sont des idées dont on peut partager certaines, pas toutes, mais en tout cas, qui ont vocation à faire vivre le débat public. Là, vous parlez d'opinion, on parle des actions, là. Mais l'expression de ces idées ne doit pas se faire au détriment de la vie quotidienne des Parisiens qui vivent ici, qui travaillent ici. Et je le dis, la maire de Paris, elle a une fois de plus cédé à des calculs partisans, parce qu'elle a montré... Parce qu'elle a soutenu cette association. Non, mais depuis Copenhague, la maire de Paris nous a expliqué, en souriant, que comme le théâtre du Châtelet pouvait donner ses représentations, ça posait pas de problème. C'est une maire déconnectée du quotidien des Parisiens. C'est une maire hors sol à laquelle nous avons affaire. Et moi, je le dis, maire de Paris, je ne laisserai pas et je ne soutiendrai jamais des occupations illégales du domaine public qui appartient à la ville de Paris, quelles que soient les opinions défendues par celles et ceux qui occupent le domaine public. Pourquoi le gouvernement, le gouvernement n'a laissé faire alors que hier samedi, il a évacué les manifestants qui se trouvaient dans l'Assemblée nationale. Parce que c'était une manifestation et pas une occupation, c'est une subtilité juridique. Mais vous savez, quand vous êtes maire de Paris, si vous demandez au préfet de police d'évacuer, en général, le préfet de police est à l'écoute du maire de Paris. Encore faut-il que la maire de Paris accepte de dialoguer et à nouveau de ne pas rentrer systématiquement dans une guerre politicienne entre l'État et la ville de Paris. Tout ça, c'est de l'instrumentalisation politique. Tout cela, c'est à des fins purement partisanes pour faire plaisir à la minorité de sa majorité, communiste et écologiste. C'est comme ça que ça fonctionne à Paris depuis 5 ans et demi. Nous avons une maire qui est prisonnière de ces minorités et qui cède tout à ces minorités. C'était le cas sur la gare du Nord où, en juillet, on vote quelque chose et on fait l'inverse il y a quelques jours. En 3 mois, on a changé du tout au tout. C'est la même chose. Le projet initial était le bon ? Le projet initial, il fallait sans doute avoir une ouverture un peu plus vers le nord parce que le boulevard de la Chapelle, c'est bien si les habitants du nord de la gare du Nord peuvent accéder à la gare du Nord sans passer par sans faire le tour complet. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut retravailler avec les opérateurs. Écoutez, le projet, il est bon en juillet. Il est voté avec enthousiasme. Il est défendu avec véhémence par la majorité. 3 mois après, on change d'avis. Et pour revenir, pour quelle raison a-t-on changé d'avis ? Moi, j'aimerais qu'on nous dise les dessous de cette affaire. J'aimerais comprendre comment, en 3 mois, un projet qui était porté au nu est subitement voué aux gémonies. Qu'on m'explique. On revient à Extinction Rébellion. Vous dites que si un certain nombre de quartiers de Paris, de parisiens n'ont pas été évacués, c'est parce que il eût fallu que la maire de Paris... L'occupation du domaine public de la ville de Paris, la maire de Paris, si elle en demande l'évacuation, les forces de l'ordre procèdent à l'évacuation. Et elle a fait une faute ? Elle n'a pas demandé l'évacuation ? Écoutez, elle nous fait une réponse en droit à un problème politique. Le problème politique, c'est est-ce que le maire de Paris accepte demain des occupations illégales du domaine public ? Moi, je vous le dis, même si les personnes qui venaient à occuper le domaine public lorsque je serais maire de Paris, même si je défendais les mêmes idées qu'eux, je leur dirais, ça n'est pas légal. Et donc, on n'occupe pas le domaine public. Il y a des endroits où on peut débattre. À la place de la République, on y débat chaque week-end et on y débat nombreux. Il y a des endroits pour faire ça. La démocratie, on peut la vivre à ciel ouvert, mais pas au détriment de la vie quotidienne des Parisiens et des Parisiennes. Franchement, quand vous essayiez de circuler cette semaine dans Paris, c'était impossible. Ça fait longtemps que c'est impossible. Ça fait longtemps, mais enfin là, ça n'a pas amélioré les choses. Alors, on en vient à la bataille de Paris. Benjamin Griveaux, vous êtes donc tête de liste En Marche, dans la capitale. Et vous êtes affiché d'ailleurs jeudi aux côtés de votre ex-concurrent, Mounir Majoubi, dont vous avez repris l'idée de découpage de Paris en 240 micro-quartiers. Alors, c'est une proposition électoraliste ou c'est une proposition sérieuse ? Je viens de vous dire que ce que les Parisiens nous ont dit depuis maintenant des mois, c'est que la maire de Paris était hors sol, déconnectée de leur quotidien, que les problèmes de voirie, de propreté, d'espace vert, au fond, ne l'intéressaient pas vraiment. Et que eux, en revanche, c'était leur quotidien, c'était leur galère, c'était leur impossibilité à se déplacer, à profiter d'un espace public apaisé, sécurisé et qui permette d'avoir une vie douce et agréable à Paris. Et donc, nous, les 240 quartiers, c'est quoi ? C'est une idée assez simple qui consiste à remettre la décision sur les choses du quotidien au bon endroit. Ça ne veut pas dire que c'est dans les 240 quartiers que se décide toute la politique de la ville, mais ça veut dire que lorsque vous avez 6000 rues dans Paris, le bon échelon pour se dire qu'à tel endroit le trottoir est cassé, que la lampe du lampadaire n'éclaire plus et que donc ça crée des zones insécurisantes dans certaines rues de Paris, c'est dans le quartier. Ce sont des ensembles de 8 à 10 rues qui réunissent quelques milliers d'habitants
et où on peut redonner concrètement du pouvoir aux habitants et en finir avec les faux budgets participatifs de la ville de Paris. Est-ce que ça peut contribuer à rendre, à faire de Paris une ville propre? Est-ce que ça peut contribuer ça peut contribuer à aider la municipalité parisienne dans sa lutte contre le réchauffement climatique? Ça aidera la ville de Paris à avoir une gouvernance du 21e siècle. Moi, je veux faire de Paris la référence mondiale en termes de démocratie participative. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un maire de Paris enfermé dans son bureau, qui décide tout seul, sans jamais demander l'avis de personne, sans jamais consulter les Parisiens, on les consulte, les choix sont déjà faits. Ce sont des faux budgets participatifs qui sont présentés. Lorsqu'on demande aux Parisiens de voter s'ils sont d'accord pour voter pour la rénovation des toilettes de telle école ou pour la réfection d'un trottoir, ça, ce sont des compétences obligatoires du maire de Paris. C'est pas de la participation. Ma conviction, c'est que si vous voulez renouer le lien entre les citoyens et leurs élus, il faut redonner du pouvoir à nos concitoyens. Et un grand maire de Paris, le premier acte qui doit être le sien, c'est de redonner du pouvoir à ces maires d'arrondissement. Il ne faut pas avoir peur de ces maires d'arrondissement. Le maire de Paris, il est le maire de tous les Parisiens, même de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas diriger cette ville qui est une société complexe, qui est une société vivante, qui est une société en mutation. On ne peut pas gouverner le Paris de 2020 avec les structures des années 70. Ça ne peut plus fonctionner comme ça a fonctionné depuis 40 ans. On va parler des maires d'arrondissement. D'abord, on va parler de vous. Vous avez entendu les critiques qui vous sont adressées. Vous seriez, selon vos détracteurs, hautain, arrogant, méprisant, voire méchant, notamment depuis les critiques que vous aviez adressées à vos ex-concurrents à l'investiture d'En Marche. La conversation privée, enregistrée à mon insu, de manière illégale et diffusée. Oui, mais qui a été connue, bien de ça dont on parlait. Et qui a fait des vagues. Mais alors, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Est-ce que vous êtes hautain, arrogant, méprisant, méchant? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Aziza? On a un échange je pose des questions, tous les deux depuis une bonne vingtaine de minutes. Écoutez, mais quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous réagissez à ça? D'abord, est-ce que ça vous fait mal ou pas? D'abord, c'est toujours très anonyme. Et puis, évidemment, vous vous interrogez, vous vous dites, est-ce que la manière dont j'ai défendu, lorsque j'étais porte-parole du gouvernement, les politiques que nous mettions en place, est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que je n'ai pas suffisamment écouté? L'année qui vient de s'écouler a été une année très instructive et où on a beaucoup appris quand on était soit parlementaire, soit membre du gouvernement sur les attentes de la société française. Ce que je fais dans les quartiers, ce que j'ai mis en place, c'est aussi le fruit de l'année qui vient de s'écouler. C'est que... C'est-à-dire, vous avez fait aussi votre examen de conscience? Mais évidemment. Donc, qu'est-ce que vous Après 2 années, qu'est-ce que vous considérez je retire une expérience incroyablement riche de ces 2 années passées au gouvernement. Et je crois d'ailleurs que c'est une expérience utile pour quelqu'un qui, demain, souhaite diriger la première ville de France. Parce que ce travail d'écoute, d'attention, ma conviction, c'est que la société française est prête à des transformations profondes, que les Français ont compris que nous avions changé d'époque de manière sûre et certaine, mais que ces transformations ne doivent pas leur être imposées d'en haut, et que c'est en maniant l'intelligence collective, le consensus démocratique, que nous parviendrons à la transformation qu'ils appellent de leur vœu, et c'est ce qu'ils ont dit en 2017 dans les urnes. Élire. Et je vous confirme, encore faut-il se faire élire. Mais si on passe ça sous silence, si on laisse de côté cet élément-là central, c'est qu'on n'a rien compris de ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler. Je vais vous dire, j'ai connu des échecs, j'ai connu des difficultés. Je crois que c'est indispensable, lorsque vous voulez être maire de Paris, d'avoir été confronté à ces difficultés, à ces échecs, à vous remettre en cause. Est-ce que je doute? Oui. Est-ce que j'ai la boule au ventre quand je m'exprime sur des sujets? À l'évidence, oui. Parce qu'un responsable politique qui ne doute jamais de rien, qui est pétri dans ses certitudes, qui est enfermé dans son bureau à l'hôtel de ville, eh bien, ça n'est pas un bon maire de Paris. Et donc oui, je continuerai à douter, à interroger et à me dire que le meilleur moyen d'arriver à la bonne décision, c'est de construire du consensus avec tout le monde. Alors, en face à vous, ou contre vous, il y a notamment Cédric Villani. Certains disent il est beaucoup plus sympa que Griveaux. Vous le trouvez? Écoutez, j'invite ceux-là à venir partager une bière avec moi. Je crois que mercredi soir, c'est Gaspard Ganzer qui a lancé cette initiative d'aller boire une bière. Pour l'instant, je suis le seul à avoir accepté d'aller boire une bière parce que vous savez, il y a le combat politique, c'est très bien. Et ce dont je suis certain, c'est que tous les gens à qui il a proposé de venir boire une bière, je crois qu'il a même invité la maire de Paris. Ganzer. Allez, vous savez quoi, je vais dire du bien de tout le monde, tout le monde, tous les candidats qui se présentent. À part, je mets de côté le candidat de l'extrême droite dont j'ai toujours pas très bien compris ce qu'il voulait, mais tous les autres, je leur fais crédit d'une chose, c'est qu'on a envie que Paris aille mieux
et on a envie d'être au service des Parisiens. Et ben voilà, il propose qu'on aille boire une bière mercredi. Moi, j'y serai. Je crois que je suis le seul à avoir accepté son invitation. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça nous permettra de comparer les vertus d'un verre partagé avec les différents candidats. Donc Gaspard Ganzer, qui était là d'ailleurs il y a quelques semaines, 1% dans les sondages, Gaspard Ganzer. Mais vous savez, les sondages d'abord m'intéressent assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est les projets qui sont défendus, sont les idées, c'est l'énergie qu'on a envie d'y mettre. Les Parisiens, ils ont envie d'avoir une équipe nouvelle qui consacre toute son énergie à leur bien-être et à leur quotidien. Alors moi, j'y suis prêt. Est-ce que vous considérez qu'un accord est encore possible avec Cédric Villani ? Nous avons plus de convergence que de divergence avec Cédric Villani. Ah oui. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Nous avons des convergences sur le fond, à l'évidence, sur les questions écologiques dont il a fait un des thèmes. Qu'est-ce qui cloche ? Mais c'est une affaire de personne, c'est une affaire d'égo. Eh bien, le vôtre, je vais vous dire, les affaires de personnes passent toujours après les projets politiques. Les Parisiens n'ont que faire de ces affaires de personnes. Et je suis certain d'une chose, c'est que nous allons cheminer, nous allons faire des propositions. J'en ai déjà formulé de nombreuses. Et Cédric va lui aussi formuler ses propositions. Vous verrez que la convergence sur le fond fera l'accord. Fera l'accord, mais avant l'accord, avant de parler de l'accord, est-ce qu'il y a un espace, parce que c'est la question que tout le monde se pose, dans votre camp en tout cas, est-ce qu'il y a un espace pour deux candidats En Marche ? Il n'y a pas deux candidats En Marche. Issus d'En Marche à Paris. Issus d'En Marche. Il n'y a qu'un candidat En Marche à Paris. Oui, vous avez été investi, mais voilà. Il y a un député En Marche qui est candidat contre vous. Est-ce qu'il y a un espace pour vous deux ? Je vais vous faire une confidence, mais alors, moi je suis moins bon que Cédric en mathématiques, mais en général, une élection pour la gagner, il vaut mieux additionner que soustraire. Et donc, moi, je considère qu'évidemment, la réunion de nos projets politiques et la convergence sur le fond, c'est l'une des conditions, pas la seule, mais l'une des conditions de notre victoire. Est-ce que vous considérez que la commission d'investiture a rendu sa décision et c'est une décision définitive, ou est-ce que ça peut encore changer ? Est-ce que les sondages peuvent vous départager ? Écoutez, franchement, on va pas regarder les sondages. Tout ça n'a aucun sens et j'en ai assez de commenter des sondages. Certains sont même secrets, sous le manteau, etc. Ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les Parisiens. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller à leur rencontre. Et quand je vais à leur rencontre, quand mes équipes, avec Mounir Majoubi hier, avec Delphine Burkli, avec Laetitia Avia dans le 12e, avec Sylvain Maillard dans le 9e, nous étions sur le terrain. Croyez-moi, il n'y en a pas un seul qui nous parle de sondage. Ces affaires de personnes n'intéressent que le microcosme. Frédéric Aziza. Je vous ai dit en début d'émission, il faut nous extraire de l'immédiateté, de l'urgence, de l'écume. Il nous reste 4 minutes. Ce qui m'intéresse, ce sont les courants de fond qui traversent la société parisienne et pas l'écume. Tout cela, c'est de l'écume. À la fin, ce sont les idées qui l'emportent. 4 minutes, 4 questions. Est-ce que le risque, avec vos deux candidatures, ce n'est pas de faire réélire Anne Hidalgo ? Écoutez, en tout cas, la certitude, c'est que unis, nous pouvons présenter une alternative à l'exécutif actuel porté par Madame Hidalgo. C'est mon seul objectif, ma seule adversaire, c'est Anne Hidalgo. Je n'en ai pas d'autre dans cette élection. Justement, vous n'en avez pas d'autre. Avant l'été, vous avez semblé rejeter tout accord avec Claude Goasguen et éventuellement aussi. Mais je ne crois pas qu'il soit candidat à la mairie de Paris. Mais il est candidat, il joue un rôle important, Claude Goasguen, dans le 16e et Philippe Goujon dans le 15e. À nouveau, ils ne sont pas candidats à la mairie de Paris. Moi, je n'ai qu'un seul adversaire, c'est Madame Hidalgo. Vous dites il y a 17, et vous avez raison, 17, il y aura 17 listes, dans 17 arrondissements. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent faire partie de vos listes ? Est-ce que enfin un jour à Paris, on va en finir avec les affaires de personnes qui n'intéressent pas les Parisiens ? Moi, j'ai un projet politique. Je suis en train de le construire avec les Parisiens. Je vais le présenter aux Parisiens. Il repose sur des valeurs, de constance dans les engagements, de renouvellement de la vie politique. Ce sont mes valeurs. J'aurai un contrat que je présenterai dans la mandature pour permettre, qu'on se rejoigne sur le fond. Ceux qui sont à l'aise avec ce contrat de mandature, ils viendront. Donc vous dites c'est un appel que vous lancez aussi à Goujon et mais Goasguen. Je ne lance d'appel à personne. Ce que je dis, c'est que j'en ai assez des affaires d'appareils politiques qui font que, regardez l'état de la ville aujourd'hui. Enfin écoutez, on a une maire de Paris qui dirige la ville avec la moitié des élus et qui n'adresse pas la parole à l'autre moitié. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est pas ça, Paris. Dernière question sur Paris, on doit parler de la Turquie avant de conclure cette émission. Pierre-Yves Bournazel, qui fait partie quelque part de la majorité, et qui est élu de Paris et qui avait annoncé sa candidature à Paris, est-ce que vous pensez qu'il va vous rejoindre ?
Écoutez, je note qu'on a des convergences sur le fond. Pierre-Yves, beaucoup travaillé depuis longtemps. Il est élu parisien depuis de nombreuses années. Il connaît bien le terrain, il connaît notamment bien le 18e arrondissement, qui est un arrondissement important. Et donc moi, je souhaite que nous puissions converger. J'écoute ce qu'il dit, nous échangeons et je prête une grande attention à ses propositions qui sont toujours issues d'une expérience de terrain. Et pour le coup, Pierre-Yves Bournazel, lui, est très connecté au terrain, à la différence d'autres élus parisiens. Alors, pour conclure, Benjamin Griveaux, une question sur la Turquie qui mène une offensive contre les Kurdes. Certains parlent de nettoyage ethnique à la frontière syrienne avec des combats intenses ce dimanche même. Comment faire plier Erdogan et éviter, comme l'a dit Emmanuel Macron, la reconstitution du califat islamique? Et on précise d'ailleurs les choses, les combats qui ont lieu aujourd'hui, en tout cas les attaques de Erdogan aujourd'hui ont lieu où il y a un siècle avaient été massacrés les Arméniens par les Turcs. D'abord, c'est une affaire très grave pour 3 raisons. Vous l'avez rappelé, le peuple kurde souffre depuis des décennies dans la région. Ensuite, c'est une affaire très grave parce qu'elle fragilise les efforts sécuritaires et humanitaires qui ont été ceux de la coalition contre Daesh dans la région, et donc elle fait porter un risque sur la sécurité régionale et sur la sécurité de l'Europe. Et puis c'est une affaire très grave parce que c'est une gifle au principe du multilatéralisme que le président de la République a défendu dès ses premières interventions à l'Assemblée générale de l'ONU dès le mois de septembre 2017. Comment faire plier Erdogan ? Que l'Union parle d'une seule voix, c'est ce que nous avons défendu dès la fin de la semaine dernière, et il était important d'avoir une Union européenne qui soit extrêmement ferme. Des mesures peuvent être prises. La ministre des Armées a pris la décision de suspendre les ventes d'armes qui pourraient être utilisées. Le président de la République a décidé. Le président de la République, mais enfin ça a été annoncé par Madame Parly. La ministre des Armées a décidé de suspendre les ventes d'armes pour qu'elles ne puissent pas être utilisées contre les populations kurdes par la Syrie. Voilà, par la Turquie, pardon. Bon, il faut durcir l'arsenal des sanctions parce qu'il n'est pas concevable que les exactions qui ont été celles de la Turquie depuis quelques jours se poursuivent contre le peuple kurde, qui est souvent le grand sacrifié. Depuis des dizaines d'années. Depuis des décennies dans cette région du monde. Certains commentateurs, certains historiens qui ont la mémoire historique, notamment du génocide arménien, parlent d'une culture génocidaire des Turcs et d'Erdogan. Vous aussi ? Vous voyez, on cherche la petite phrase. Non, mais c'est pas une petite phrase, c'est une question de fond. Mais je sais que c'est une question de fond, mais donc qui ne peut pas se résoudre en 30 secondes à un micro. Vous voyez, Frédéric Aziza, le génocide arménien a été reconnu et la République française peut s'enorgueillir d'avoir reconnu ce génocide, parce que il faut pouvoir regarder l'histoire avec lucidité, réconcilier les mémoires et ne rien omettre du passé des uns et des autres. Ça, j'y suis très attentif. J'ai eu l'occasion de le dire lorsque Jacques Chirac nous a quittés, que pour moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était le discours de la reconnaissance de la responsabilité de la République dans la déportation des Juifs de France. Et donc, sur ce terrain de la mémoire, la question d'une culture génocidaire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, qu'on reconnaisse que à des moments de son histoire, eh bien, il y a eu des génocides dans cette région-là, perpétrés contre le peuple arménien et aujourd'hui contre le peuple kurde. Eh bien, c'est aussi un travail d'historien, un travail de mémoire et un travail de transmission auquel je suis très attaché. Et autant que candidat à la mairie de Paris, vous êtes, puisque vous faites du terrain, vous êtes sur le terrain tous les jours, vous êtes aussi confronté à l'antisémitisme dans les rues de Paris. J'y ai été confronté. On note les inscriptions, les tags, à de nombreux endroits, parfois à proximité d'écoles, parfois à proximité de synagogues, de lieux de culte, parfois simplement lorsque vous vous promenez dans les rues de Paris, où vous voyez réapparaître des slogans très antisémites, mais pas uniquement d'ailleurs sur les murs. Que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez sur les réseaux sociaux et parfois être interpellé. Oui, bien sûr. Et donc, en tant que maire de Paris, si vous êtes élu, en tant que maire, est-ce que vous appliqueriez une politique différente de celle qui est pratiquée par Anne Hidalgo aujourd'hui ? Vous savez, je crois qu'on peut faire beaucoup de reproches à Anne Hidalgo, mais il faut pas. Moi, je ne fais pas le procureur permanent sur la question de l'antisémitisme. Je crois qu'elle a toujours été au rendez-vous, et je le dis. Le prochain maire de Paris que je serai sera toujours à ce rendez-vous-là. C'est l'honneur de Paris, et il faut à nouveau laisser les querelles politiciennes
de côté sur cette question-là. Je suis certain que ce combat-là, nous le partageons avec l'actuel maire de Paris. Merci en tout cas Benjamin Gréban d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup.